Savoir au rendez-vous de ce nouveau numéro de Togo en marche. Deux projets retiennent notre attention ce soir: le projet des filets sociaux et services de base et le projet d'opportunité d'emploi pour les jeunes vulnérables. L'objectif ultime de ces projets conçus et mis en œuvre par le gouvernement et ses partenaires dans la Banque mondiale est de rompre, sinon briser le cercle de la pauvreté. Bien sûr, en s'attaquant à certaines causes structurelles de la vulnérabilité économique et sociale. Il y a quelques jours déjà, la revue à mi-parcours de ces projets. Les attentes du départ sont-elles en train d'être comblées? Nous en parlons tout à l'heure dans cette édition qui est consacrée à ces deux sujets. Et c'est avec les spécialistes des deux sujets. Ici au plateau, juste à côté de moi, ici vous avez M. Kouma Kokou Tofior. Il est le coordonnateur du projet de filets sociaux et services de base. M. Tofior, bonsoir. Bonsoir, M. Sosopo. Merci. Et juste à côté de M. Tofior, vous avez M. Hyacinthe Wenator Bankati. Il est le coordinateur du projet d'opportunité d'emploi pour les jeunes vulnérables. Bonsoir, M. Bankati. Bonsoir, M. Et merci d'être là. Merci. Alors, à l'extrême gauche, vous avez M. Yao Sefiamenou Sessi. Il est le conseiller de jeunesse, expert en développement. M. Sessi, bonsoir. Bonsoir, Pierre. Merci de nous honorer de votre présence. Moi qui vous remercie. Et juste à côté de M. Sessi, vous avez Mme Sika Rovi, c'est bien cela. Elle est la coordinatrice nationale des projets de développement à M Afrique, une ONG qui n'est plus présentée. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Alors, Monsieur Tofior, c'est votre première participation à l'émission de Togo en marche avec votre projet, le projet que vous coordonnez, les filets sociaux et services de base. Vous avez eu à faire la revue à mi-parcours il y a quelques jours, je vous le disais à l'entame. Alors, cette revue, qu'est-ce qu'elle a concrètement donné? Est-ce que les deux projets sont déjà sur de bonnes voies et qu'il faut vraiment les continuer? Merci beaucoup. Je voudrais avant tout saluer les téléspectateurs qui nous suivent et leur dire merci pour l'intérêt qu'ils accordent à cette émission. Et revenant à votre question, effectivement, nous avions fait la revue à mi-parcours du projet de filets sociaux et services de base. Et comme on le sait, quand tu fais quelque chose, à un moment donné, il faut t'interroger sur ce que tu fais. Est-ce que tu es sur la bonne voie? Est-ce qu'il faut ajuster ce que tu fais? Et c'est ce qui a été réalisé lors de cette revue. Et nous pouvons dire avec certitude que ce projet est sur la bonne voie. Monsieur Bankati, vous vous êtes également interrogé lors de cet exercice. L'interrogation, elle revient ce soir. Est-ce que vous êtes sur la bonne voie avec le projet d'opportunité d'emploi aux jeunes vulnérables? Merci beaucoup. Je crois que, avant toute chose aussi, je voudrais vous remercier de nous avoir donné l'opportunité de parler du projet d'opportunité d'emploi pour les jeunes vulnérables. Et ceci étant, je voudrais dire que, effectivement, nous sommes sur la bonne voie. Sans vouloir aller trop vite, j'allais dire que nous avons réalisé déjà, après 19 mois, d'intervention ou de démarrage du projet, nous sommes à 36% des résultats qui sont attendus d'ici la fin du projet. 36% des résultats qui sont attendus, c'est une bonne nouvelle qui va être, on va dire, confirmée tout à l'heure au cours de cette émission à travers le document que nous avons eu à réaliser sur le sujet. Mais d'abord, Monsieur Sessi, la question d'emploi des jeunes, elle demeure et aujourd'hui, il est encore important qu'on revienne sur ce sujet. Absolument. D'abord, merci pour cette opportunité. La question d'emploi, elle est épineuse. Et quand vous prenez toutes les politiques de la jeunesse des pays africains, l'emploi des jeunes est un problème épineux, un problème transversal qui va de la faim jusqu'à la mortalité et qui fait également aujourd'hui, on fait cas également de l'immigration clandestine, etc. Quand on fait le lien, on se rend compte que c'est aussi parce qu'on n'a pas des emplois assez décents et l'ODD 8 est clair par rapport à ça. Et je pense que c'est une très bonne chose
que ces deux projets se fassent implémenter pour voir dans quelle mesure on peut résorber un tant soit peu. Même si on ne peut pas tout faire, c'est toujours bien de commencer par faire et au fur et à mesure, on s'adapte aux nouvelles réalités. Et lorsqu'il s'agit des milieux ruraux, cela devient encore plus important. Oui, parce que le phénomène est plus criard dans les zones rurales. Et ce que nous ne voyons pas forcément, parce que beaucoup sont en ville, donc les gens ne savent pas que dans les communautés reculées, dans les zones rurales, le phénomène est encore plus criard et les effets sont encore plus graves sur les populations. Et Madame Sikarovi, vous êtes aussi dans le domaine, vous êtes de la société civile, vous descendez régulièrement aussi sur le terrain pour constater la vulnérabilité là aussi bien dans les milieux ruraux qu'urbains. Aujourd'hui, vous intervenez également sur les filets sociaux à travers les cantines scolaires que vous êtes en train de promouvoir. Est-ce que votre projet également marche? Ça marche? Alors, avant toute chose, permettez-moi également de vous remercier pour cette opportunité offerte, de parler des projets également, de trouver ensemble des solutions pour l'amélioration des conditions de vie des populations, surtout les populations rurales. Alors, le projet cantine scolaire est un projet initié pour pouvoir améliorer, contribuer à l'amélioration du système éducatif togolais. Donc, c'est un programme qui permet à plus de 3500 enfants d'avoir un repas chaud, un repas de qualité chaud, et nous espérons avec le temps continuer pouvoir permettre à ces enfants-là d'étudier dans de meilleures conditions quand on sait que c'est vraiment compliqué, surtout en milieu rural, d'avoir au moins un repas par jour. Et ça, c'est un appui que le secteur, on va dire, privé apporte au gouvernement. Nous y reviendrons de long en large au cours de cette émission. Mais d'abord, je vais vous proposer de suivre le document, ce document qui a été conçu sur les deux projets, le projet de filets sociaux et services de base et le projet d'opportunité de création d'emplois pour les jeunes. Poursuivez et nous nous retrouvons juste après. Des communautés mobilisées comme jamais pour faire face aux questions de développement de leur milieu. Et pour qu'elles y parviennent, des projets et programmes ont été conçus depuis le sommet, leur balisant ainsi la voie. Au nombre des initiatives, le projet de filets sociaux et services de base, justement pour sortir les ménages et communautés de la précarité. Le jour se lève sur Omondoa. Les premiers rayons du soleil sont signes que la population peut compter sur Dame Nature. La réussite de l'activité communautaire au programme de la journée en dépend. Roland Pendou est l'un des leaders de ce village. La journée s'annonce intense. Il faut donc bien s'y préparer. Et bien équipé, il va retrouver les siens. C'est lui qui va donner le ton au démarrage des travaux. Vérification de présence, puis les consignes du jour. Les travaux à haute intensité de main-d'œuvre peuvent démarrer. Les travaux vont porter sur ce sentier. Ils connectent au Mwadjawa à Alibi 1, un village voisin. Hommes et femmes, tous sont mobilisés pour exprimer leur engagement. Le chantier est à son 10e jour d'exécution. Progressivement, il avance. Nous sommes en train de tracer une piste qui relie au Mwadjawa pour le canton d'Alibi 1 par le projet ANADEB. Au début, on avait fait du socle. Ce qu'on nous appelait socle. Ce qu'on a fait avec le caillou et de la plaie. On appelle ça socle. Maintenant, nous voulons faire le radio. Le radio cybernétique. On veut faire ça avec le gros caillou, avec le béton et les gros cailloux. Donc, nous, on appelle ça du béton supplémentaire. Avant, c'était nous-mêmes qui se débrouillés. Et maintenant, actuellement, comme nous avons gagné le projet avec ANADEB, nous avons ce que sur ce pont, l'ancien pont, c'était seulement que les vélos, les piétons, plus quelques motos. On ne pouvait rien passer sur ça. Donc maintenant, comme nous avons le projet et que le projet nous est financé, nous avons décidé maintenant d'améliorer pour que au moins avec nos projets, les élèves, plus les malades, plus même si on a un petit tricycle avec un malade, les femmes accoucheuses,
on peut les amener à l'hôpital et même transporter même aussi les marchandises pour le marché. Et nous avons décidé de faire ce petit pont pour l'amélioration. C'est cela, le volontariat communautaire et le projet EJV, Emploi pour les jeunes vulnérables, appuie leur développement. Il offre l'occasion aux populations de développer de saines habitudes de travail et d'acquérir des valeurs civiques tout en participant à une activité valorisée par la communauté. Aujourd'hui, là, on est en train de faire le radier, pour faire le radier. Et on est pratiquement aujourd'hui le 10e jour de notre activité. Donc après ça, là, j'irai à Tchamba pour chercher l'argent que Anadem nous a promis. Après, je vais à FISEC. C'est à FISEC que j'ai pu ouvrir mon compte. Je dois aller chercher au moins 10 000 pour les besoins. Après, on nous a promis 15 000 après 12 jours, 15 000. Donc je vais épargner 5 000. Donc jusqu'à la fin, si ça fait 40 000, donc j'aurai une subvention de 60 000 qui va me faire 100 000 pour commencer mes activités. Tout Modjawa s'engage donc et la nation le soutient. Un slogan qui leur donne du courage, de la détermination à aller jusqu'au bout pour le développement de leur communauté. Mais alors, comment Modjawa en est-il arrivé là? Je peux dire que vraiment c'est une chance. On nous a appelés, moi, le CVD et moi, nous sommes allés à la préfecture. Et dans le canton de Albi plus le canton de Krikri. Dans les deux cantons, on choisit seulement que 5 villages pour aider l'ANADEB. Et de là, on a fait le choix, tirage. On a fait le tirage et le Omodjoa a gagné une chance. Et on nous dit qu'avec IGV, avec ANADEB, nous va nous aider. Et quand nous sommes venus aussi, nous avons convoqué la réunion que nous avons chance d'avoir un coup de main pour Omodjoa. Et de là maintenant aussi, l'ANADEB aussi est venue. Et comment on nous a dit on veut au moins 110 éléments pour travailler les jeunes, pour anéantir au moins la pauvreté. C'est de là aussi que nous avons... Qu'est-ce qu'on a fait? On a passé aussi par sélection pour pouvoir gagner les 110 personnes, pour pouvoir travailler. Et c'est ce qui a été fait. Dabougou, une localité de la région des Savanes. Il y a 20 jours, les travaux à haute intensité de main-d'œuvre ont démarré ici. Aujourd'hui, les habitants bénéficiaires du projet se sont retrouvés pour une formation sur les aptitudes à la vie quotidienne et micro-entrepreneuriale. Nous sommes ici à Dabougou pour la formation EJV des jeunes vulnérables. Donc, nous avons commencé depuis lundi matin la formation. Le premier module de FODA 1, c'est les qualités de l'entrepreneur. Et le second module, c'est l'idée de projet. Et le troisième module, c'est l'étude de marché. Le quatrième module, c'est les études techniques. Et le cinquième module, c'est l'étude financière. Donc, le lundi matin, nous avons déjà fait les qualités de l'entrepreneur qui est le module 1. Le module 2 a été déroulé le mardi ici, c'est-à-dire l'idée de projet. Aujourd'hui, nous sommes au troisième jour de la formation. Nous sommes sur l'étude de marché. Et pour faire notre séquence, qui est la première séquence de notre module, l'étude de marché, c'est l'utilité de l'étude de marché. Et le travail à faire avec les participants, c'est qu'ils fabriquent des objets à vendre, qu'ils vont exposer en vente. Et avec ça, nous aurons des acheteurs. Et à la fin, nous allons maintenant faire une synthèse pour voir qui a le mieux vendu, pourquoi il a le mieux vendu, etc. etc. S'ils ont tenu compte du goût des clients en faisant leur exposition vente. L'objectif est de soutenir le démarrage ou l'extension des activités génératrices de revenus des bénéficiaires qui ont achevé avec succès le volontariat communautaire. Notre ONG est chargée d'aider les bénéficiaires à entreprendre un peu, à faire leurs travaux sur le micro-projet dont ils ont choisi et aussi les aider à ouvrir les comptes. Pour l'ouverture des comptes, nous avons envoyé les cartes des bénéficiaires, les cartes des lecteurs ici, puisque la plupart n'ont pas de carte d'identité nationale, donc c'est les cartes des lecteurs. Nous avons envoyé ça à la COPEC et ils ont déjà enregistré. Maintenant, ils ont attribué les numéros de compte à chaque bénéficiaire. Donc maintenant, lorsque l'argent va venir, tout le monde ira avec des photos passeport à l'appui. Lorsque le bénéficiaire va maintenant, ils
il va présenter sa photo et son carnet. Et comme ça, il pourra prendre son argent. L'initiative entend amener les communautés bénéficiaires à assumer la responsabilité de la mise en œuvre des projets de développement à travers l'approche développement conduit par les communautés et les populations y adhèrent. Lagi batuk lar terjadi mumpung don kaltertem malam neng dapin ni nepen kemal neng keng lagi lembana muji ke ngada kasi terus terbuat kebela dah benda kecil dua kebela nyuar dapo. Anima dans la cara. Depuis le démarrage du projet EJV, dans cette communauté, régulièrement la population se retrouve, comme c'est le cas aujourd'hui. Vite, elle a cerné la nécessité, l'importance de bien s'outiller pour une gestion efficiente des actions et projets à la base. Durant 80 jours, nous aurons dans notre poche 40 000. Avec les 40 000, l'ANADEB nous augmente 60 000 et ça fait 100 000. Avec les 100 000, nous avons droit de demander ce que nous allons réaliser avec les 100 000 et par l'appui des techniciens, il nous montrera aussi comment faire, créer aussi l'entreprise. Plus de 14 000 jeunes de 18 à 35 ans en situation de vulnérabilité et de pauvreté sont pris en compte par ce projet du ministère du Développement à la base. À terme, au moins 10 000 jeunes vulnérables vont pouvoir bénéficier de subventions pour le démarrage ou l'extension de leurs activités génératrices de revenus pour plus d'impact dans les ménages. Et pour accroître l'accès des enfants de ces communautés jugées comme étant les plus pauvres du Togo à des repas scolaires réguliers, les cantines scolaires sont une solution. Broko, avec son paysage, ses concessions clairsemées, son marché, et puis ses écoles. Le flottement des couleurs au milieu de cette cour est signe qu'aujourd'hui, il y a bel et bien classe et les écoliers sont là. Bientôt va sonner la récréation. Les bonnes dames ou simplement les mamans cantines comme on les appelle s'activent à tout apprêter avant la sortie des élèves. Le menu du jour. C'est la pâte qu'on est en train de préparer avec la pâte du maïs, avec la sauce des feuilles de baobab, y compris l'haricot, l'huile rouge, la viande et ensuite les fruits, les bananes. On va donner aussi aux élèves. Enseignants et parents d'élèves apportent leur contribution à la gestion des repas. Ce matin, par exemple, la liste de présence est déjà établie. On connaît le nombre précis des enfants qui iront au réfectoire. Avant que les femmes ne préparent, arriver à l'école, on fait les effectifs. Et maintenant, là, on les soumet. On compile à partir de 7h jusqu'à 7h30, au plus grand âge jusqu'à 7h40. Les effectifs sont prêts et on remet ça aux dames qui préparent en fonction du nombre qu'elles ont reçu, de l'effectif reçu. Maintenant, on attend jusqu'à 8h jusqu'à 8h30. Maintenant, l'effectif pour le GEP, le jardin scolaire, et maintenant on les envoie et elles compilent par rapport au nombre. Maintenant elles préparent par rapport au nombre de l'effectif reçu. Et les enfants sont assidus et réguliers. Le retard qu'on accusait, on n'arrive pas à accuser ce retard-là par rapport. On dit que si tu ne viens pas vite là pour qu'on puisse te comptabiliser, à la fin tu n'as pas droit au repas. Donc l'assiduité des enfants, la régularité des enfants est en bonne norme. Puis sonne la récréation. Premier réflexe, direction les dispositifs de lavage des mains. Ensuite, la queue. Et enfin, le repas servi. Dans ce réfectoire, les enfants mangent avec appétit qui donne à pavlover.
Nous sommes enfants, des fois on ne trouve pas à la maison à manger dès midi. Et si nos maisons ne sont pas proches de notre école, quand on mange à midi, on ne part pas. Par rapport au taux de réussite, avant la cantine, on avait un taux de 75, 77, 78. Et quand la cantine est arrivée, nous sommes au-delà de 80-90%. La cantine nous a aidés. Ça nous a apporté une bonne chose dans notre localité. Côté de l'argent, j'ai 6 enfants. 50 que je donne l'enfant pour venir manger le matin. Maintenant, les 50 là sont là. Jusqu'à fin de les 9 mois, où j'ai quelque chose pour arriver à les coudre des habits, des kakis, et payer aussi leurs choses, leurs cahiers. Ils nous ont aidés là-bas. Là-bas, les élèves qui sont loin de l'école, ils mangent, ils ne partent plus. Ils restent pour étudier, apprendre et à 15 heures, ils vont reprendre les classes. Et maintenant, la réussite des élèves, ça, nous sommes très contents par rapport avant. Oui, la cantine a changé beaucoup de choses. Si vous remarquez au niveau de les cahiers, les registres d'appel, il y a pratiquement les taux de choses d'absence, là, ça fait presque 0%. Donc ça veut dire que la cantine a contribué pour le maintien des élèves à l'école. Et le taux de réussite, sincèrement, avant on était en dessous de 70%, mais maintenant on est au-delà de 80-90%. Ici, comme dans beaucoup d'autres localités, les enfants en âge d'être scolarisés ont tous ou presque retrouvé le chemin des classes sans exigence. Toutes les mesures, les mécanismes sont pris pour leur assurer un avenir certain. Pour accroître le revenu et la consommation des ménages ciblés et de ce fait leur capacité à faire face au choc des transferts monétaires viennent renforcer l'effort des parents. À Tchidjé, dans les plateaux, au jour des opérations de transfert monétaire, autour des agents de l'Agence nationale d'appui au développement à la base, les ayants droit à ce transfert s'affairent. Chacun est venu toucher son dû. Par trimestre 15 000. Yo ba yomi be ga me gba sube mi aba do golifie. Mais on la trop tout fait un ami intimi va. Obe ga na va la sono na nyonu. Nyonu e la sono kwa hweaji. Amedo la ti so plenu. Sigbe ya sono commerce wilo ga me ga. Ni ke la zen ga me so ne ba jine pe. Ni ga ki o so na me be na mi so va nu so rabio. No so le ko la zen la ho me a. De quoi soutenir le revenu des ménages les plus pauvres. Ça et là, à travers les zones atteintes par ce projet de filets sociaux et services de base, les effets se mesurent. Quand la femme prend l'argent, au lieu de faire quoi, la femme va chercher ce qu'elle peut faire pour que l'enfant là ne se perd pas. Donc l'enquête était comme ça, et sous forme de sensibilisation. Maintenant warma talamba ngaka mbanna ngir ka ngamb ka landa kalabanta wan ka sen
Gli lanterne la nang biakar, la lang ben. War lan sa school lang go so be jar lun to, ala lang ka chel ngana, kan jo go so. Ma lan ti bi ambane yin la lgle bo. Ma ban ci ga lgle sanda ci chat. Nyang ke ti ala ban ke pi gel. Kala mbar lgle te ka sanda ci chat. Kan sanda bu ma yal plmo. La mbo ba ti nya ti payani. Ka tene wa ka ngi da belum bo ma. Lgle bi kambo chan la kama. Nan ti ne ngene. Pour l'heure, 52 000 ménages répartis entre 209 cantons des 5 régions du pays sont touchés. Les filets sociaux et services de base ont pour rôle d'atténuer la pauvreté, de lutter contre la précarité dans nos localités, jusque dans les hameaux les plus reculés. En amont, il y a des enquêtes qui sont menées, il y a des équipes qui vont vers les ménages pour leur administrer un questionnaire, notamment sur le nombre de repas servis par jour, sur les sources de revenus, sur les conditions de vie en général. Lorsque ce travail est fait, les données sont centralisées et de façon participative dans la communauté, on choisit les personnes qui sont à même de répondre ou de bénéficier de ces services de base. Après, en chef-lieu de région, les différents ménages sont appelés et on procède à la validation. Une fois la validation faite, les gens sont maintenant éligibles pour bénéficier de ces services de base. On ne doit pas être éternellement des personnes assistées. Il faut profiter du concours de l'État pour se prendre en charge dans le futur. Si je prends le cas des jeunes vulnérables qui font des travaux dans les communautés et qui ont quelque chose à la fin de chaque mois, ils peuvent épargner et à la fin de ce travail-là, avec leur économie, monter un petit commerce. On n'a pas besoin d'un grand fonds pour démarrer une activité génératrice de revenus et se prendre en charge. Il va falloir que les premiers cèdent la place aux autres. Mais si l'État doit continuer à assister les mêmes personnes, cela veut dire que les objectifs assignés à ce projet-là ne sont pas atteints. Ces 5,1 milliards sont nécessaires à la mise en œuvre du projet d'opportunité d'emploi pour les jeunes vulnérables. 19,2 milliards, eux, sont consacrés aux filets sociaux et services de base par la Banque mondiale et l'État togolais. Voilà, nous voici de retour sur ce plateau. Monsieur Tofio, voilà le résultat de notre travail sur le terrain. Est-ce qu'il reflète ce que vous avez eu à faire? Exactement, puisque c'est sur le terrain que le film a été réalisé. Et comme le film présente la situation, si je veux commencer par les cantines scolaires, nous savons tous que dans les milieux ruraux, il y a le problème de la faim. Et donc, l'État voudrait, à travers ce projet, améliorer les conditions de vie de nos communautés, donc lutter contre la pauvreté, réduire la précarité dans laquelle les communautés sont, réduire également leur vulnérabilité et donc améliorer les conditions de vie. Nous savons que nos élèves, dans des milieux les plus reculés, quand ils viennent à l'école, retourner, manger et revenir, c'est un véritable problème. Certains parents, par exemple, sont au champ. L'élève est obligé d'aller au champ, manger et revenir à l'école, ce qui n'est pas évident. Est-ce que vous voyez? Donc, la mise en place de ces cantines scolaires sont venues à point nommé pour pouvoir constituer en tout cas une solution à cette situation. Et comme les écoliers, les parents l'ont dit, quand l'élève vient à 11h30, il mange et donc il peut rester à l'école
et le soir ou bien l'après-midi suivre le cours. Et donc, ceci permet d'inciter les autres à venir à l'école, l'enfant à venir à l'école, et donc aussi la rétention, ça permet la rétention, donc le taux d'abandon est vraiment très faible. Et aussi, ça a des effets positifs sur le résultat scolaire. Donc, l'enfant est dans de bonnes conditions pour apprendre, pour suivre le cours et donc réussir. Donc, voilà, comme le film l'a dit, c'est la réalité du terrain et c'est la situation que nous vivons. Oui, si je dois continuer un peu par les transferts monétaires... Oui, on va y arriver. On va y arriver, d'accord. Il a entamé avec les cantines scolaires, donc nous allons nous attarder un petit peu dessus. Les cantines scolaires, monsieur Ceci, vous pensez que ce projet a été bien pensé? Oui, ce projet a été bien pensé parce que je pense que c'est une solution au problème d'éducation auquel nous assistons. Et les politiques se sont rendus compte qu'il ne sert à rien de dire aux gens allez à l'école, alors qu'ils n'ont pas, entre guillemets, tous les moyens nécessaires. Ce qui fait que les gens abandonnent, ils se disent je vais aller à l'école le ventre creux, a priori c'est pas évident, donc je préfère rester chez moi. Donc tout ça, ces inquiétudes-là que les parents ont font qu'ils ne sont pas poussés rapidement à envoyer les enfants à l'école. Mais aujourd'hui, que l'école soit gratuite. Malgré que l'école soit gratuite, parce que en fait, est-ce que l'école est totalement gratuite? Parce que ça, c'est des... Il y a une forme de gratuité que nous sommes en train d'expérimenter de toute façon. Absolument. Mais il y a d'autres frais qui sont liés à cette gratuité-là, comme le fait d'assurer la restauration de l'enfant ou des enfants. Pour un parent, par exemple, qui a 6 enfants, vous voyez un peu, il est tellement en joie. Donc c'est aujourd'hui une bouée de sauvetage pour ce parent-là. Et pas seulement pour le parent, parce que le parent il est déjà âgé, mais c'est les enfants. Leur avenir est assuré. Qu'est-ce qu'ils deviendront s'ils n'ont pas été éduqués, s'ils n'ont pas été formés, s'ils n'ont pas appris les bases, les valeurs citoyennes? Et c'est à l'école qu'on apprend toutes ces valeurs-là à ces enfants pour qu'ils soient des adultes de demain qui investissent également leur talent pour le développement de la nation. Donc c'est une bonne chose que les enfants puissent bien manger en plus. C'est ce que j'ai constaté dans le documentaire, c'est que les enfants mangent équilibré. C'est ce qui est bien. Ce n'est pas manger parce qu'il faut manger, ils mangent équilibré. Ça veut dire qu'ils mangent, ils ont même un dessert. Donc je dis, je ne les envie pas trop, mais c'est une très bonne chose de pouvoir donner cette opportunité, et ça rentre également dans la promotion d'un objectif de développement durable. Donc arriver à atteindre la fin zéro. Donc je pense que le gouvernement a pris l'engagement en ratifiant les 17 ODD, et c'est tout à fait normal que des actions comme ça, novatrices, puissent. Et je souhaiterais, moi je suis de la société civile, ce serait bien. Ce n'est pas forcément les enfants des zones rurales qui ont faim. Il y a aussi les enfants dans les zones urbaines. Donc, comme c'est une étape, de toute façon, le projet pour le moment n'a pas couvert toutes les zones rurales d'ailleurs. C'est certaines localités, il y a 304 qui sont ciblées et voilà, où le projet est en train d'être expérimenté. Je fais un plaidoyer fort. En fait. Voilà. Je lance la balle devant. Justement, aux détenteurs d'obligations de droit, ce n'est pas la responsabilité directe des coordonnateurs ici, mais je lance un appel direct pour qu'on puisse encore ratisser large, parce que c'est une belle initiative. Donc ce qui est bien, il faut le faire, continuer pas à mieux le faire. Il faut ratisser large, c'est ce que dit Sefia Menou. C'est pas Holla, enfin Sika qui dira le contraire. Non, je ne dirais pas le contraire. Vous savez, c'est hyper important de pouvoir prendre des mesures nécessaires pour permettre à ces enfants, aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain, de pouvoir étudier dans de meilleures conditions. À M-Afrique, par exemple, c'est 10 cantines construites et 10 villages. Donc, M-Afrique travaille sur toute l'étendue du territoire dans 10 villages, à raison de 2 villages par région. Et dans chaque village, nous avons une cantine construite et les enfants mangent un repas équilibré, un cantine
quantité et en qualité. Comme nous l'avons vu. Voilà. Et ça permet à ces enfants de travailler, comme mes prédécesseurs l'ont dit, ça permet à ces enfants-là de travailler, ça permet d'avoir un résultat scolaire vraiment impeccable. Oui, mais bon, qu'aucun privé se lève pour se lancer dans les cantines scolaires. Pourquoi cette initiative? C'est justement pour accompagner ce qui se fait déjà ou bien qu'en est-il exactement? Alors, M-Afrique, d'entrée de jeu, est une organisation qui s'occupe de la santé, c'est ce qu'on connaît, mais à M-Afrique, il y a également la stratégie 5 qui est le développement communautaire. Et on ne peut parler du développement communautaire sans parler des cantines scolaires, des parrainages, de la transformation de l'économie rurale. Alors, dans tous ces projets, il y a également la cantine scolaire pour appuyer en quelque sorte l'effort qui se fait déjà au niveau du gouvernement, également pour permettre à toutes ces personnes-là de bénéficier de tous ces projets. Monsieur Bankati, c'est un exemple à suivre que le privé, ou du moins le secteur, on va dire la société civile, se lance ou bien marche dans les pas du gouvernement. C'est à apprécier. Il faut que d'autres emboîtent le pas. Bien sûr, je crois que la société civile, tout comme le public, tout le monde doit effectivement s'engager pour permettre aux populations les plus pauvres de sortir de leur vulnérabilité et permettre à tout le pays d'avancer vers un meilleur vivre, un meilleur être. Donc c'est tout à fait important. Et je crois que si je prends aussi le cas du projet EJV, oui, nous faisons un peu la même chose parce que nous embarquons les institutions de microfinance. Vous avez écouté là les bénéficiaires parler. On ne les paie pas, on ne leur donne pas l'argent main à main, mais ils ouvrent un compte au niveau des institutions de microfinance. Et là, c'est un apprentissage aussi à ces jeunes à épargner, à gérer de l'argent, à économiser. Donc vous voyez que le partenariat public-privé, la société civile, tout ça, on devra pouvoir se mettre en synergie, évoluer et lutter ensemble contre la pauvreté. Oui, et voilà. Alors parlant justement des filets sociaux, notamment des cantines, si nous prenons cet aspect par exemple, M. Tofio, est-ce que ce partenariat dont nous parlons, est-ce qu'il est en train d'être tissé? Est-ce que vous arrivez à faire les démarches ou vous attendez que les privés ou la société civile fasse la démarche vers vous? Quel est l'état? Oui, dans un premier temps, peut-être avant d'arriver à ce niveau, je voudrais dire que la NADEB même ne met pas en œuvre directement, l'Agence nationale d'appui au développement à la base, ne met pas directement en œuvre cette activité, mais contractualise avec des ONG, comme vient de le dire, et ces ONG sont appelées à faire le suivi de la mise en œuvre de ces cantines scolaires. Mais revenant à la thématique partenariat public-privé, nous couvrons actuellement dans le cadre de ce projet 304 écoles. Et il y a une autre approche que nous appelons approche communautaire que nous développons dans 10 écoles. Ça fait donc au total 314 écoles. Mais dans ces 10 écoles-là, c'est également les cantines scolaires qui sont promues? Qui sont promues. Mais là, il y a une contribution de la communauté, que ce soit en espèces ou bien en nature, qui est plus développée. Et donc, c'est une expérience que nous développons. Si ça marche, ça doit pouvoir être développé sur toutes les étapes du territoire. Il n'y a pas que 304 écoles. Il n'y a pas que 304 écoles. Mais comment est-ce que vous arrivez à les cibler, ou bien comment est-ce que vous avez choisi ces écoles-là? Oui, le choix des écoles est basé sur des critères bien définis. D'abord, c'est dans des zones les plus reculées, là où le taux de fréquentation est faible, les zones proches des frontières où il y a les trafics d'enfants, etc. Donc, ce sont les critères qui ont présidé, c'est quelques critères qui ont présidé au choix de ces écoles. Mais globalement, retenons que c'est dans les localités les plus pauvres, les plus reculées, dont l'accessibilité est vraiment
en tout cas l'inaccessibilité est forte, donc c'est sur ces critères-là que ces choix ont été opérés. Maintenant, pour pouvoir couvrir plus d'écoles, donc il y a l'approche communautaire là dont je venais de parler, mais nous sommes en train de développer des moyens pour pouvoir mobiliser le secteur privé et à emboîter le pas au gouvernement, à suivre les pas de ce que la banque fait avec nous jusqu'à ce jour, parce que dans les 304 écoles, il y a la Banque mondiale qui appuie le Togo dans 161 écoles et donc le gouvernement dans 143 écoles. Donc il y a tout un mécanisme en cours que nous sommes en train de développer pour faire le plaidoyer auprès du secteur privé pour que le secteur privé accompagne l'État togolais dans cette opération de fourniture de repas scolaires. Voilà, je rappelle que de 2017 à 2018, vous avez pu toucher 91 319 élèves. 91 666. Les chiffres auraient évolué alors. C'est ça. Alors nous allons donc rester dans le secteur des cantines pour suivre on va dire le partenariat public-privé à travers cette interview et on revient. D'accord. La population est très contente du projet. Car nous, on peut dire que Timbour, c'est le premier projet que nous avons et que nous avons vraiment su que les projets aident. Avec M-Afrique, nous n'avons plus d'absence d'école parce que les élèves mangent bien à l'école. Ils reviennent, ils ne veulent plus le manger. Donc, ils ont dit à leurs parents même de ne pas préparer à midi car eux, ils mangent à l'école. L'argent, ça vient sur programme. Quand on envoie, la semaine coule, jusqu'à on se rappelle que comment on va faire, on voit que c'est déjà arrivé. Et les enfants sont bien nourris à l'école. Au cantine, nous on prépare le riz blanc, quelquefois riz avec haricots, spaghetti, riz au gras, quelquefois les ignames. On a pris attache avec les enfants pour voir leurs repas préférés. Et c'est ça qu'on fait maintenant. Ce que les enfants aiment manger, c'est presque ça qu'on les fait. Sinon, M-Afrique, on est très content avec M-Afrique quand il a amené Tantine à Timbour. Nos élèves vont bien à l'école maintenant. Parce qu'ils mangent bien à l'école, ils restent là-bas sans venir même à la maison, jusqu'à dans la soirée. On est très content de ça, parce que les enfants ne voulaient pas aller à l'école. Mais à cause des tontines de M-Afrique, maintenant nos enfants sont bien à l'école. Et puis nous, les parents d'élèves, sont tellement contents de ça. Sincèrement dit, nous remercions M-Afrique et Action PIT, parce que la création de la cantine dans notre école a beaucoup amélioré beaucoup de choses. C'est-à-dire les enfants viennent à l'école, ils mangent à leur faim, mais auparavant quand ils venaient à la récréation, vous allez voir les enfants retourner à la maison pour chercher de quoi manger. Maintenant que la cantine est arrivée, nos enfants sont satisfaits, ils mangent à leur faim et ils apprennent bien. Au niveau des cantines scolaires, nous avons donc 10 cantines scolaires opérationnelles et c'est plus de 3500 élèves qui mangent chaque jour. 3500 élèves qui ont un repas chaud servi chaque jour dans ces différents villages pour justement soutenir la scolarisation de ces enfants à travers donc la cantine scolaire. Nous avons à leur tête des comités de gestion composés donc des notables, les premiers responsables de ces villages qui assurent la bonne gestion des fonds qui sont donc envoyés pour entretenir les cantines scolaires. Alors, Sefia Menou, ceci, voilà une ONG qui s'intéresse également à ce que le gouvernement fait déjà, apporter des repas chauds aux élèves pour que ces élèves puissent étudier dans de meilleures conditions.
Oui, c'est tout à fait normal. Vous savez que dans l'histoire du développement des nations, que ce soit des nations africaines ou dans le monde, les États à eux seuls ne pouvaient plus prendre en main le développement, s'occuper de tout ce qui est lié au développement. Et c'est en ce moment que nous avons eu l'avènement des ONG, des associations. C'est tout à fait normal. Et une association ou une ONG ne fait pas des choses contre l'État ou contre le gouvernement, mais doit faire des choses qui rentrent dans la vision, dans la politique nationale qu'un État, qu'un gouvernement a. Donc c'est tout à fait normal qu'M-Afrique et peut-être d'autres, je pense que ce documentaire va inciter d'autres organisations également qui ont les moyens, qui ont également cette vision de contribuer au développement. C'est le rôle des ONG de pouvoir aussi contribuer au développement et d'appuyer ce que le gouvernement fait. Déjà, pas aller à l'encontre de ce que le gouvernement fait, mais suivre la politique du gouvernement dans tel domaine. Donc, c'est bien. Au-delà de la santé, aujourd'hui, ça veut dire que M-Afrique, il y a une ONG qui fait la promotion de la santé, est en même temps en train de permettre aux enfants de bien manger et d'être en bonne santé. Parce que vous savez que quand on ne mange pas, on a des soucis de santé. Donc ça veut dire qu'ils sont carrément le ventre affamé dans la pointe d'oreille. Les enfants, M-Afrique n'est pas en train de changer de cap, mais M-Afrique est carrément en train de faire la promotion de la santé parce qu'il faut bien manger pour être en bonne santé. Je rappelle que à travers ces cantines scolaires, nous véhiculons de bonnes pratiques. Absolument. Par exemple, le lavage des mains. Donc, si les élèves sont habitués avec ces pratiques à la maison avec leurs frères, ça serait partagé. Les mamans cantines, elles apprennent les bonnes pratiques. Donc, arrivées à la maison, elles vont perpétuer, diffuser ces pratiques auprès des autres qui ne sont pas des mamans cantines. Ouais. Donc, pour moi, M-Afrique est toujours dans la logique. En écoutant tout à l'heure les intervenants, on comprend que les mamans cantines sont formées à la chose, notamment par rapport aux mains, au choix des repas et tout. Et on a comme l'impression qu'on fait la promotion de la consommation locale. Pour booster, améliorer même l'économie locale. Parce que il y a la dame qui a dit que le choix des mets est communautaire, c'est sur la base des habitudes alimentaires et des préférences alimentaires des écoliers que le choix est fait. Et donc, le fonds qui est mis à leur disposition est appelé à acheter les aliments sur les marchés locaux et donc améliorer l'économie locale. C'est ça. Oui, justement, nous faisons la promotion des produits locaux parce que pour la durabilité de ce projet, il faut qu'on se base sur les produits locaux et sur la transformation des produits locaux parce que le jour où vous n'allez plus envoyer l'argent, il faut qu'on soit sûr qu'il y aura du maïs, qu'il y aura du riz local, qu'il y aura des aliments locaux qui permettront à ces femmes-là de cuisiner pour les enfants. Et il faut ajouter également qu'il y a des bilans de santé qui se font à ces femmes-là pour assurer la santé des enfants, pour assurer l'hygiène et la santé des enfants pour la cantine scolaire. Ok, on va y aller rapidement. L'autre volet des filets sociaux, c'est bien évidemment les transferts monétaires. Et là aussi, nous avons vu des intervenants dans le sujet qui déjà parlent de tout ce que ce transfert leur apporte. C'est une manière, puisque c'est vous qui portez le sujet, c'est une manière pour le gouvernement d'investir dans la petite enfance. Oui, puisque les transferts monétaires même ont pour objectif d'améliorer le revenu du ménage et donc par là la consommation et donc renforcer leur capacité à faire face au choc. Est-ce que vous voyez? Le choc, ça peut être au niveau alimentaire, ça peut être la santé, ça peut être dans tous les domaines. Des crises de tout genre. Des crises de tout genre, même les inondations, etc. C'est des chocs. Donc, ce transfert monétaire qui consiste à donner, à payer 15 000 francs par trimestre à des ménages ciblés sur la base des critères bien définis, ces transferts monétaires vont leur permettre de faire face à certaines dépenses, notamment la consommation, l'alimentation, la santé, l'éducation des enfants.
Est-ce que vous voyez? Donc, ça renforce la petite enfance dont vous venez de parler. Avec ces montants, le ménage est plus en bonne position pour faire face à ces petites dépenses. Par exemple, l'écolier qui peut-être a perdu son cahier, a perdu son bic, les gens vont dire 100 francs. C'est beaucoup, c'est quelque chose. C'est un milieu rural, oui. C'est ça. Donc, le ménage est en mesure de faire ces petites dépenses. Nous ne disons pas que les 15 000 francs vont suffire pour faire face à toutes les dépenses, mais vont contribuer énormément. Voilà. Les 15 000 francs vont contribuer, mais est-ce que vous avez la certitude que les 15 000 francs là sont vraiment destinés aux objectifs premiers qui leur sont assignés? Parce que moi, par exemple, monsieur Bankati, pour avoir été sur le terrain, nous avions eu dire, en tout cas, écouter une femme qui nous a dit, le jour où moi j'ai reçu cet argent, ce fut un fort soulagement, car j'étais très endetté, j'ai remboursé toutes mes dettes. Je crois que la femme a tout à fait raison parce que, vous savez, nous qui sommes allés à l'école, qui sommes des cadres qui avons un revenu, quand quelqu'un te dit que donner 15 000 francs à une personne pour un trimestre, vous allez vous dire que c'est quoi cette histoire-là? Mais en réalité, pour une personne pauvre, une personne pauvre, 15 000 francs, c'est comme 150 000 francs. Parce que c'est même possible qu'il n'a jamais tenu 15 000 francs comme ça un jour. Donc vous imaginez l'impact de cet argent sur cette personne. Et donc, comme le collègue le disait, ces transferts monétaires, c'est non seulement permettre à ces personnes vulnérables de faire face aux dépenses pour pouvoir contribuer aussi après au développement du pays, mais c'est aussi de les apprendre à sortir carrément de cette précarité après le projet. Parce que l'objectif caché de ces transferts monétaires, c'est d'amener les ménages à être autonomes après le projet. Et est-ce qu'il y a le suivi qui se fait déjà? Est-ce que les ménages savent déjà que d'un jour à l'autre, on peut leur couper ces allocations-là? Qu'en est-il? Ils savent puisque le transfert va durer que 2 ans. Et durant ces 2 ans, ils auront à bénéficier de 8 transferts. Au total, 120 000 francs. Donc, la question est qu'à la fin des 2 ans, il ne faudra pas que le ménage retourne dans sa situation initiale. Et donc, à ce jour, nous travaillons avec ces ménages pour pouvoir mettre en place une activité génératrice de revenus. Et si nous disons AGR, ce n'est pas un montant élevé pour commencer. Même si c'est 1 000 francs pour acheter une poule, économiser 5 000 francs ou bien 10 000 francs pour acheter une chèvre, et à partir de ça, devenir un petit éleveur, c'est quelque chose. Donc, il y a aussi la phase d'accompagnement que nous appelons mesure d'accompagnement. Donc, ça serait, nous sommes en train de préparer cela. Bientôt, nous allons démarrer et ça serait avec le ministère en charge de l'action sociale. Et donc, ça serait des causeries éducatives, des sensibilisations sur l'éducation, la santé, la protection de l'enfant, le droit des enfants et le développement, en tout cas l'éducation financière pour renforcer leur résilience financière, comment utiliser de manière appropriée ces 15 000 francs qu'ils auront durant 8 fois dans les 2 ans pour maintenir, pour renforcer leur situation, pour ne plus revenir à la pauvreté. C'est qu'à semble dire que 15 000 francs pour les ménages, ça ne servira à rien, c'est ce que vous voulez dire? Non, je ne dirais pas que ça ne sert à rien parce que je fais trimestriellement le tour de Timbou jusqu'à Vaughan, c'est-à-dire 10 villages, et j'ai à peu près une idée des réalités de ces milieux. Et 15 000 francs, c'est beaucoup, c'est énorme. Et dans cette optique également, M-Afrique envoie trimestriellement 45 000 francs aux ménages, les ménages des enfants excellents. Autrement dit, dans chaque village, nous avons des enfants excellents qui sont parrainés et dont les ménages perçoivent 45 000 francs. Et avec cela, les parents parviennent à initier les activités génératrices de revenus
Et les enfants ont également des poules, des caprins, des bovins. Ils commencent par à entreprendre. Et c'est tout simplement pour dire que c'est très important pour ces gens-là de pouvoir percevoir une somme, que ça soit 15 000, 20 000, 45 000, c'est tout simplement énorme et ce sont des actions louables. Des actions louables. Oui, des actions louables parce qu'il faut d'abord féliciter les deux projets parce que les projets font le renforcement des capacités des populations à se prendre en main. Parce qu'aujourd'hui, le second nom du développement, c'est que les gens soient capables de se prendre en main. J'aime bien l'approche développement au centre, votre approche, parce que sans ça, ça ne marche pas. Si on ne donne pas les capacités, on ne donne pas les compétences de vie qui permettent aux gens de s'adapter, d'être résilients, c'est compliqué parce que toutes les fois, les gens attendront que la manne tombe du ciel. Mais si seulement, si aujourd'hui on leur dit, nous vous donnons cet argent, pas juste que vous vous frottiez les mains avec, mais que vous comprenez que ça ne va pas tomber tout le temps, mais que vous devez être prêt à vous prendre en main et ne même plus attendre, peut-être même après 6 fois qu'ils te disent non, on est autonome, on n'a plus besoin de vos 15 000, donnez ça à d'autres familles. Ça sera vraiment un résultat formidable. Alors, le développement conduit par les communautés. Monsieur Bankati, vous pensez que l'approche est vraiment en marche aujourd'hui? Elle est très bien. Elle est très bien appréciée par les communautés et tout acteur de développement parce que effectivement c'est un apprentissage à l'autopromotion, à l'autodéveloppement. Et là, dans le cadre des projets conduits par l'ANADEB, nous utilisons une autre approche qui est la formation en gestion à la base. Et là, les communautés sont formées et vous allez comprendre, c'est tellement génial que le processus de passation de marché, par exemple, est conduit par les communautés. Oui. C'est mené par les communautés. Par exemple, si vous prenez au niveau des travaux à haute intensité de main-d'œuvre, les communautés doivent acheter, vous avez vu dans le film, les communautés doivent acheter le matériel et l'équipement nécessaires pour mener ces activités. Et c'est ces communautés elles-mêmes qui font les démarches d'achat de ces équipements. L'évaluation, tout ça, c'est elles qui font, mais c'est à la suite d'une formation que nous appelons formation en gestion à la base. Oui, dans certaines communautés, au Moudjowa par exemple, à Dabougou, nous avons vu des communautés tellement engagées, on a senti l'engouement autour du projet. Est-ce que cet engouement est le même partout où vous êtes, en tout cas où le projet est passé? Partout où nous sommes passés, l'engouement est le même parce que, vous savez, au jour d'aujourd'hui, avec l'exode rural, les gens vous diront que ce projet qui veut utiliser 70 jeunes, 18 à 35 ans, risque d'échouer parce qu'il n'y a plus beaucoup de jeunes. Mais je vous assure que dans tous les villages, nous sommes aujourd'hui présents dans 73 villages. Dans les 73 villages, nous avons pu sélectionner les 70 jeunes et avoir une liste d'attente. Et dans les 73 villages, au jour d'aujourd'hui, il n'y a que 8 personnes qui ont démissionné que nous n'avons pas pu remplacer parce que la liste d'attente était épuisée. Donc vous voyez qu'il y a de l'engouement, les gens sont prêts à travailler et ceux qui sont engagés ne partent pas. Avec le projet promotion opportunité d'emploi pour les jeunes vulnérables, vous comptez atteindre 14 000 jeunes sous peu. Aujourd'hui, ça c'est clair. On va atteindre les 14 000 jeunes et au-delà des 14 000 jeunes, comme vous avez bien écouté dans le film, en fait la finalité n'est pas les 14 000 jeunes, mais c'est les 10 000 jeunes que nous allons accompagner à réaliser des activités génératrices de revenus. Comment se fera cet accompagnement? Très bien. Cet accompagnement, c'est lorsque les jeunes, comme ils l'ont dit, ils maîtrisent parfaitement le processus. C'est ça qui fait notre fierté. Lorsqu'ils vont épargner, pendant qu'ils travaillent sur les TIMO, ils vont épargner avec un minimum de 40 000 francs. Le projet va leur apporter 60 000 francs, ça fait 100 000. En plus de ça,
ils ont la possibilité de contracter un prêt au niveau des institutions de microfinance où ils ont domicilié leur compte. Donc ça veut dire que quelqu'un peut réaliser un micro-projet de 100 000, 200 000, 300 000. Et même au jour d'aujourd'hui, il y en a, sur la base de l'accompagnement que nous faisons avec eux, il y en a qui ont, au-delà de ce qu'ils gagnent à travers les timons, ont 200 000 dans leur compte. C'est vraiment génial. Et donc, lorsque ils vont démarrer les activités génératrices de revenus, l'aspect le plus innovant par rapport à ce projet, c'est que nous allons accompagner ces jeunes pendant 6 mois. On va mettre à leur disposition des coachs qui vont les accompagner à régler les différentes difficultés pendant 6 mois. Et après les 6 mois, on fait une évaluation individuellement pour voir où est-ce qu'ils en sont, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Cette approche peut vraiment sortir les jeunes de la précarité. Oui, tout ce que vous faites pour moi, sans moi et contre moi. Alors, l'approche, elle est la bienvenue. Parce que c'est vraiment important d'impliquer les populations à la base. Dans cette optique, pour AM Afrique, par exemple, on a commencé avec l'étude de priorisation des projets de développement communautaire. Dans chaque communauté, ensemble avec la communauté, quels sont vos besoins prioritaires? Vous avez besoin de quoi et de quoi? Et partant de là, vous voyez que tous les projets réalisés, pour tous les projets réalisés, il y a l'implication effective de la population. Et ça donne la certitude que ces projets-là seront durables. Donc c'est tout à fait une très belle approche et j'apprécie énormément. Nous tirons vers la fin parce qu'on est talonné par le temps. Alors ceci, monsieur Ceci, au-delà de ce que ces jeunes-là gagnent sur le terrain, on comprend également que c'est un engagement volontaire citoyen qu'il faut vraiment donc, soutenir et promouvoir. Être un bon citoyen ou s'engager dans la vie sociale et économique, c'est aussi participer au développement. Donc, c'est aussi des valeurs qu'on est en train d'inculquer aux jeunes, que nous puissions comprendre. Et moi, je plaide, comme je le dis toujours, je plaide plus haut. Et je pense que cette éducation financière, cette éducation entrepreneuriale doit commencer depuis le jardin d'enfants. C'est-à-dire que comment on fait les cantines scolaires aux enfants, c'est depuis même cet âge-là qu'on doit commencer par leur inculquer les vraies valeurs de l'épargne, les vraies valeurs de l'entrepreneuriat, pour qu'au moment où ils grandissent, leur mental est déjà rodé et ils s'adaptent facilement. Donc c'est un plaidoyer que je lance, c'est une belle initiative et je pense que si on est en train de former les jeunes à pouvoir se prendre en main et on est en train également d'impliquer les communautés à pouvoir se prendre en charge et prendre en main leur développement, ce sera une opportunité pour le PND qui vient d'être lancé parce que c'est un document politique mais qui doit être approprié par chaque citoyen, chaque communauté à son niveau en tenant compte de ses réalités et des opportunités auxquelles ils font face. D'accord, merci beaucoup Monsieur Tofio, vous allez dire votre mot de la fin puisqu'il évoquait votre sujet, le sujet que vous coordonnez. Je veux parler des filets sociaux et services de base. Oui, mon mot de fin, c'est juste pour remercier d'abord le gouvernement, les différents partenaires qui nous appuient, qui nous accompagnent dans la mise en œuvre de ce projet et aussi remercier les communautés et par cette même occasion leur lancer un appel pour la poursuite des activités de ce projet pour que l'objectif soit atteint. Nous venons de faire la revue, nous sommes sur la bonne voie, nous sommes amenés à maintenir ce cap-là pour que les objectifs assignés au projet soient atteints. La bonne nouvelle, comment je souhaiterais que vous nous annonciez, est-ce qu'il y a de nouvelles localités qui sont déjà ciblées pour bénéficier de ces projets-là? Oui, c'est en bonne voie. Ok, Monsieur Bakati, Monsieur Tofio aura tout dit en votre nom, au nom du ministère du Développement de la Base. Et donc, merci à chacun de vous d'être passé dans cette émission. Merci pour la disponibilité. On se retrouve prochainement pour d'autres sujets. D'ici là, portez-vous. À la prochaine. Bonsoir chez vous.